Merci, Sir Gabi. Donc, pourquoi j'ai intitulé ligne directrice? Parce que finalement, il y a des recommandations de 2023 qui finalement tracent un petit peu quelles sont les lignes directrices sur l'aspect diagnostique et thérapeutique de cette pathologie qui est finalement rare, qui est l'angéite primitive du système nerveux central. Donc, juste comme introduction, c'est une entité qui est anatomo-clinique dans la mesure où le diagnostic est posé lorsqu'on a surtout l'histologie qui montre qu'il y a une inflammation transmurale des vaisseaux pour dire qu'il y a une vascularite et ça devrait être strictement confiné au système nerveux central. Alors globalement, les vascularites sont définies par une atteinte inflammatoire plutôt transmurale et non pas seulement périvasculaire. Et bien sûr, comme vous le savez, il y a l'atteinte du système nerveux peut être dans le cadre d'une vascularite systémique avec atteinte du système nerveux central, comme ça peut être limité au système nerveux central, qu'on appelle des angéites primitives depuis la dénomination donnée par Calabrese sur les critères diagnostiques de 1989. Alors, comme vous le savez, c'est généralement un diagnostic qui est posé sur une clinique plus ou moins évocatrice, une imagerie plus ou moins évocatrice, et de préférence confirmée par l'histologie. On va voir que c'est pas toujours le cas pour plusieurs raisons, dont des raisons selon le type d'atteinte et le diamètre du vaisseau qui parfois rend caduque de faire une biopsie parce que tout simplement l'inflammation intéresse par exemple les vaisseaux de large ou de moyen calibre et donc inaccessible à une biopsie qui finalement intéresse surtout les vaisseaux leptoméningés et les vaisseaux corticaux. Alors, on sait qu'il y a un risque à la fois de sous-diagnostic mais aussi de sur-diagnostic dans cette entité avec un risque de surtraiter des patients par des immunosuppresseurs inutilement. C'est des situations qui sont bien connues et on sait que parfois, il faut chercher des diagnostics différentiels qui sont finalement bien plus fréquents que le diagnostic d'une angéite primitive du système nerveux central. Ça reste quand même un défi diagnostic et ce qui est recommandé, c'est de constituer quand même des groupes de discussion dans les cas des angéites en général, où il faut inclure bien sûr des radiologues, parce que comme vous allez le voir sur la deuxième présentation, il y a des aspects radiologiques assez poussés pour pouvoir avancer le diagnostic, mais aussi des anatomopathologistes. Alors, juste une classification globale des vascularites, comme vous le savez. L'angéite primitive, c'est lorsque l'atteinte est transmurale des vaisseaux et c'est seulement au niveau du système nerveux central. Le deuxième type de vascularite, c'est ce qu'on appelle les vascularites primitives systémiques, avec une atteinte potentielle du système nerveux central, et c'est classé selon la classification de Chapel-Hill en atteinte des gros, des moyens et de petits vaisseaux. Et puis, troisième type, c'est ce qu'on appelle les vascularites secondaires. Il peut être secondaire soit à des maladies touchant la collagène, on va dire, ce qu'on a d'abord le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, et puis tout ce que vous connaissez comme vascularite secondaire et des infections, dont la syphilis, la tuberculose, etc., etc. Il y aura des cas cliniques pour cela. Alors, sur le plan nosologique, la première publication, c'était en 1959, avec cette publication qui a rapporté typiquement cette pathologie non infectieuse. Et finalement, c'est un processus inflammatoire des vaisseaux du système nerveux central sans aucune preuve d'une maladie systémique. Et comme vous allez le voir, il y a une clinique, il y a une myriade de symptômes qui sont dénudés de toute spécificité. Et c'est plutôt l'association de ces symptômes qui doivent évoquer le diagnostic d'une angéite primitive du système nerveux central. On trouve comme équivalent d'appellations qui finalement traduisent la même chose. Granulomateuse, parce qu'on va le voir sur le pattern histopathologique, c'est surtout des granulomes, très fréquemment c'est des granulomes, c'est pourquoi cette appellation. Et puis angéite granulomateuse non infectieuse ou idiopathique, et puis finalement, on va dire l'appellation angéite primitive du système nerveux central, c'est ce qui est retenu actuellement. Alors l'incidence est généralement rare, 2,4 cas pour 1 million sur la série de la Mayo Clinique ou sur l'expérience de la Mayo Clinique. Il n'y a pas de prédilection de genre. Les hommes sont touchés autant que les femmes, avec un pic généralement vers l'âge de 50 ans, je pense, c'est-à-dire entre 37 et 59 ans. Donc c'est plutôt l'adulte entre 40 et 50 ans, pas de prédilection de sexe. Alors sur le plan physiopathologique, généralement, elle est assez mal comprise. Par contre, il y a des choses que j'ai mises ici en rouge qui sont très importantes à expliquer. Alors, la vascularite, sur le plan anatomopathologique, la vasculite primitive, ça touche les vaisseaux de grand
et de moyen calibre, mais pas de grand calibre, plutôt pas les carotides, mais plutôt la première portion du Willis, le M1, le M2, et parfois un peu et bien fréquemment plus distal vers des vaisseaux qui sont même des vaisseaux de petit calibre, et on comprend que l'atteinte des vaisseaux de petit calibre, moins de 300 micromètres, ça les rend inaccessibles à l'artériographie. C'est pourquoi l'artériographie, c'est un outil intéressant pour avancer le diagnostic, mais il y a beaucoup de situations d'angéite primitive qui ne sont pas révélées par une artériographie. Il faut savoir faire des biopsies devant certains patterns un petit peu cliniques et peut-être du LCR en faveur. Donc généralement, on classe actuellement les vascularites ou les angéites primitives du système nerveux central en deux catégories. Les larges vaisselles, angéites primitives du système nerveux, qui incluent les vascularites avec une atteinte des portions juste après le Willis, et on comprend bien que ça peut donner des AVC territoriaux. Et puis les small vaisselles, angéites primitives, c'est plutôt les vaisseaux très distaux, cortico-leptoméningés. On comprend bien qu'il y a deux situations finalement dans cette pathologie. Une situation, on peut la diagnostiquer par l'artériographie, et une situation où on doit absolument la diagnostiquer seulement par la biopsie. Et finalement, l'artériographie et biopsie, c'est pas des examens concurrentiels, c'est plutôt des examens dont le choix dépend des patterns cliniques, d'imagerie du parenchyme et du LCR pour pouvoir avancer dans le diagnostic. Alors, je ne vais pas parler des autres parce que ce n'est pas le focus, en tout cas, de ce jour. Alors, comment les atteintes neurologiques, c'est lorsqu'il y a un gros vaisseau qui est touché, on comprend bien qu'on peut avoir des AVC territoriaux. Lorsque c'est des petits vaisseaux, c'est de l'ischémie diffuse et c'est corrélé avec des tableaux plutôt d'encéphalopathie et non pas des AVC avec des déficits brutaux. Et que la lésion, bien sûr, de la paroi vasculaire et cette inflammation explique qu'on peut avoir à la fois l'ischémie, mais aussi la possibilité de rupture et d'hémorragie, qui est un bon signe radiologique des angéites primitives du système nerveux central. Alors, sur le plan clinique, j'ai mis ici que la présentation est très variable. Ça peut être de l'aigu brutal à des choses insidieuses qui évoluent sur plusieurs mois. Alors, il n'y a aucune manifestation clinique n'est spécifique. Et on comprend bien qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels à l'étape déjà de diagnostic différentiel avant d'avoir la confirmation. Les céphalées, ça reste un symptôme fréquent, et les céphalées, aucune spécificité. Ça peut être du chronique, du l'aigu, du localisé, du généralisé. C'est très variable. Mais sa présence est très fréquente au cours des angéites primitives du système nerveux central. Bien sûr, des manifestations focales liées à des AVC, ça, on comprend bien qu'on peut avoir des AIT, des AVC ischémiques hémorragiques, des crises d'épilepsie liées à des atteintes focales. Alors, on peut avoir des symptômes de dysfonctionnement neurologique diffus, ça veut dire un tableau d'encéphalopathie caractérisé par de la confusion, de l'apathie, ou un tableau de démence rapidement progressive. C'est les angéites primitives, c'est une des étiologies des progressive, rapid progressive dementia. C'est parmi les étiologies qu'il faut absolument rechercher, parfois des symptômes psychiatriques. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on peut avoir quelques symptômes généraux, entre guillemets, tels qu'une perte de poids, un fébricule. Par contre, il n'y a pas de symptômes qui peuvent renvoyer vers une atteinte systémique, c'est-à-dire cutanée, articulaire, etc. Alors, il y a deux grandes séries de la littérature, et la première, c'est celle de la Mayo Clinique, et la deuxième, la série européenne, et c'est ces deux séries qui permettent de nourrir un petit peu le maximum d'informations de la littérature par rapport à cette pathologie. Alors, sur la série de la Mayo Clinique, les symptômes les plus intéressants, c'est généralement ces trois symptômes: céphalée, troubles cognitifs et des déficits focaux. La présence d'un de ces trois symptômes est présente minimum chez les 71% des patients. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas un symptôme qui doit évoquer le diagnostic, c'est plutôt l'association de symptômes focaux, dysfonctionnement cognitif global, l'association de céphalée et dysfonction, c'est plutôt l'association d'au moins deux symptômes qui doivent évoquer le diagnostic et non pas, par exemple, un seul AVC territorial où ce diagnostic a très très peu de chances de se confirmer par la suite. Alors, l'hémorragie intracrânienne, c'est quand même 10%, ça peut être un mode de révélation de 10% des cas, et remarquez que 10% des patients sont fébriles sans que cela remette le diagnostic d'une angéite primitive du système nerveux central. Alors, la neuroimagerie,
Je vais parler surtout des aspects un petit peu élémentaires. Il y aura des aspects un petit peu plus avancés de l'imagerie. Alors, les aspects élémentaires, c'est que, bien entendu, la neuroimagerie, c'est très important. Et généralement, il y a trois aspects à voir. Alors, voir le parenchyme, aussi imager la lumière du vaisseau, et puis les imageries aussi de la paroi. Donc, il y a trois entités qu'il faut combiner pour avancer dans le diagnostic. Et concernant, par exemple, l'imagerie du parenchyme, pratiquement tous les patients, ils ont au moins une anomalie parenchymateuse. Ce qui explique que l'IRM, avec l'atteinte parenchymateuse, c'est une insensibilité de presque 100%. Est-ce qu'on peut avoir une vascularite avec une imagerie normale? C'est pratiquement, on va dire, impossible. Et donc, le fait d'avoir une imagerie normale, déjà, rend le diagnostic improbable. Par contre, il n'y a pas de spécificité des anomalies qu'on trouve au niveau du parenchyme. On va essayer de les lister, les anomalies qu'on trouve. Alors, bien sûr, des AVC territoriaux, ici, avec parfois des anomalies de substances blanches non spécifiques. La diffusion, c'est très intéressant parce que ça montre l'ischémie aiguë, tel que chez ce patient, par exemple, des ischémies aiguës et d'autres ischémies qui ont la caractéristique d'être multifocales et récidivantes dans le temps. Bien sûr, ce pattern n'est pas spécifique puisque ça peut être d'origine embolique, par exemple, au niveau par des emboles d'origine cardiaque, mais l'association d'autres anomalies, par exemple, une petite hémorragie avec des micro-saignements et parfois des prises de contraste au niveau de la région leptoméningée qui témoignent d'une implication des tout petits vaisseaux leptoméningés. C'est par exemple cet aspect qui se voit dans un quart des patients est assez caractéristique. Bien sûr, c'est pas pathognomonique dans la mesure où une méningite carcinomateuse, par exemple, peut donner cet aspect. Donc c'est plutôt l'association de plusieurs choses qui permettent de dire il y a peut-être une vascularite, une atteinte inflammatoire des vaisseaux intracrâniens. L'imagerie de la lumière, il faut savoir que la sensibilité, il est de 40 à 90%. Ça veut dire qu'il y a bel et bien des vascularites qui peuvent passer inaperçues, même pour une artériographie qui reste quand même le gold standard parce qu'il a la meilleure résolution. Alors, ce qu'on voit, c'est les aspects classiques d'ectasie, sténose, aspects en saucisse. Je vous ai montré ici quelques aspects assez caractéristiques. Donc, l'angiographie peut être normale, ça on le sait. Surtout dans les atteintes des vaisseaux leptoméningés, ce qui est la situation la plus fréquente quand même dans les angioïdes primitives du système nerveux central, et que le diagnostic ne devrait pas être basé uniquement sur une angiographie positive, parce qu'avoir des anomalies comme ça, il y a beaucoup d'autres diagnostics qui peuvent même pas être inflammatoires dans des atteintes vasculaires non inflammatoires. Alors là, il y a une recommandation à vous faire passer, c'est que ça, c'est des recommandations, je pense, de l'ESO 2023. C'est que, bien sûr, l'angiographie digitalisée, ça reste quand même le gold standard. Mais ils disent que parfois, lorsque sur l'angio-IRM ou sur un scanner, on a des éléments en faveur, on peut ne pas faire d'angiographie, mais il faut discuter toujours dans des staffs multidisciplinaires. L'imagerie de la paroi, il y aura, je pense, toute une présentation parce que finalement, si on arrive à mettre en évidence que la paroi comporte de l'inflammation, ça reste quand même la meilleure preuve, en tout cas radiologique, pour dire qu'il y a inflammation, tout en sachant que ce sont des aspects qui ne sont pas spécifiques dans la mesure où d'autres maladies, rien que l'athérosclérose ou d'autres pathologies, peuvent donner parfois des anomalies de l'imagerie de la paroi, mais ça va être le focus de la présentation suivante. Là, juste pour faire passer une recommandation par rapport à l'imagerie de la paroi, c'est quelque chose d'utile, certainement va être beaucoup plus utile dans l'avenir, et ça va être un des moyens d'évoquer et de retenir ce diagnostic, mais pour le moment, c'est pas validé, c'est plutôt dans les centres très spécialisés qui font ce genre d'imagerie pour ne pas surinterpréter les anomalies. Deux autres aspects radiocliniques, c'est les formes pseudotumorales. C'est possible d'avoir des formes pseudotumorales dans 7% des situations, et souvent les formes pseudotumorales, c'est plutôt une entité granulomateuse et ça répond très bien au traitement. Pratiquement les 2/3 des patients, ils ont pratiquement aucun symptôme après traitement. Donc les formes tumorales des vascularites, 10%, ça répond très bien au traitement. Pratiquement, ils récupèrent totalement en tout cas chez la plupart des patients. Les formes médulaires,
Est-ce qu'on peut avoir des angéites primitives avec atteinte médulaire? C'est possible, c'est très rare dans le cas d'une vascularite cérébrale, mais avoir une atteinte médulaire comme seule manifestation d'une vascularite primitive, c'est pratiquement inexistante, si ce n'est à travers quelques cas de la littérature. Donc on imagine mal comment une lésion isolée comme ça, on pourrait évoquer une vascularite, mais c'est des situations exceptionnelles, mais en tout cas pas à évoquer en clinique. Qu'apporte le LCR et la biologie? On sait que l'analyse du LCR, c'est très intéressant, puisque dans la grande majorité des cas, on a des anomalies du LCR. Et ces anomalies du LCR sont directement liées au type de vaisseaux qui sont touchés. Chaque fois que c'est les vaisseaux qui sont cortico-leptoméningés, qui sont calmes, on a toujours des anomalies du LCR. Et donc, on trouve une pléocytose lymphocytaire, de l'hyperprotéinorachie qui généralement ne dépasse pas 1 gramme. Si on fait des BOC, rarement on peut les trouver positifs. Et puis, si les résultats du LCR sont normaux, déjà évoquer d'autres diagnostics différentiels. Bien sûr, il y a de véritables angéites primitives du système nerveux avec LCR normal, mais déjà on peut dire c'est un drapeau rouge. Mais si on a aussi une IREM qui est normale, bien sûr, le diagnostic peut être exclu en présence d'une IREM normale et d'un LCR qui est normal. Alors, pourquoi elle peut être exclue? Parce que le principal mimique, c'est le SVCR, qui donnerait des IREM de parenchyme normales et qui donnerait un LCR qui est normal. Donc, c'est pour la plupart des critères étaient surtout mis pour essayer d'éviter cette situation mimique qui est finalement plus fréquente que les angéites, qui c'est le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Alors, bien sûr, lorsqu'on a plus de 250 cellules, ou lorsque la protéinorachie est augmentée de façon franche ou une diminution de glucose, la porte est ouverte aux étiologies secondaires infectieuses, syphilis, tuberculose et autres situations. Et puis, un bilan diagnostique, on le fait généralement pour chercher est-ce qu'il n'y a pas d'autres pathologies auto-immunes systémiques qui fait que ces manifestations neurologiques n'est qu'une partie de cette atteinte systémique. Alors, finalement, il y a 3 situations suggestives. La première, c'est celle de céphalée subaiguë, d'une dysfonction cognitive, généralement avec des antécédents de méningite aseptique. C'est une situation très intéressante pour évoquer un diagnostic d'angéite primitive. Deuxième situation, ischémie cérébrale récidivante chez quelqu'un jeune sans facteur de risque classique pour les AVC. Une situation pour évoquer une vascularite large vaisselle, ce qui est tout à fait possible. Et puis, lorsqu'il y a une combinaison de dysfonctionnements focaux et diffus inexpliqués, c'est aussi une troisième situation pour évoquer à l'étape clinique un diagnostic d'angéite. Alors, comment faire pour le parcours diagnostique? Si on a une situation suggestive telle que c'est discuté, si on a une anomalie systémique connue, souvent c'est une atteinte neurologique dans le cadre d'une maladie systémique. S'il n'y a rien, l'imagerie du parenchyme est intéressante. Si on a plutôt une tendance à partir vers des anomalies qui suggèrent une atteinte des vaisseaux moyens long calibre, c'est des AVC territoriaux, c'est là où l'artérographie va être diagnostique, mais aidée par le LCR qui confirme le caractère inflammatoire. Si c'est plutôt une atteinte des tout petits vaisseaux, tels que par exemple une prise de contraste leptoméningée, des tout petits vaisseaux distaux, c'est là où vraiment la biopsie est très intéressante parce que l'artérographie, souvent, il est à défaut dans ce genre de situation. Les diagnostics différentiels, on ne va pas les passer, parce que c'est tellement fréquent. On peut avoir des pathologies d'abord non vasculaires, telles que des hémates qui peuvent donner, bien sûr, un tableau qui peut ressembler à des vascularites, et puis les atteintes vasculaires qui sont de vrais mimiques, et auquel cas on sait que l'athérome, les événements cardio-emboliques multiples, les vascularites secondaires, tout ça est possible. Et puis moi, je vais essayer de faire quelques cas cliniques rapides de ces vrais mimiques de vascularite. Ça veut dire on a une vascularite, ou pas, mais ça mime de par l'atteinte strictement confinée au système nerveux central. Vous avez vu, il y a tellement de pathologies qui peuvent mimer une vascularité. J'ai oublié de dire que parfois on fait la biopsie pas pour confirmer le diagnostic d'une angéite primitive, mais plutôt pour confirmer un diagnostic différentiel. Et c'est une situation très fréquente qu'on évoque une angéite et on se retrouve avec d'autres diagnostics différentiels après la biopsie. Alors là, par exemple, une patiente qu'on a vue il y a un mois, un peu moins d'1 mois, alors des céphalées, comme ça, regardez, au moment des céphalées, c'est tellement intense, ça dure quelques secondes, et ça disparaît, c'est répété.
Sur son angiographie, là on trouve typiquement un aspect typique qui évoque une atteinte vasculaire avec un aspect en chapelet, assez régulier, avec ces céphalées en coutonnées répétées, avec cet aspect, c'est typiquement un syndrome de vasoconstriction cérébrale postérieure. Le LCR était normal, le parenchyme était normal et s'est nettement amélioré quelques jours après nimodipine. Donc, principal, en tout cas, un des principaux diagnostics différentiels des angéites primitives, c'est le syndrome de vasoconstriction cérébrale. Et les éléments clés pour le diagnostic, c'est que pour le syndrome de vasoconstriction, souvent les céphalées sont en coutonnées répétées, ce qui est généralement pas le cas dans les angéites primitives. Le LCR est normal et l'évolution elle est monophasique, alors que là c'est plutôt une évolution chronique ou à rechute. Un autre cas, un homme de 50 ans qu'on a eu à voir, de 60 ans, qui a 3 mois auparavant des troubles comportementaux et des convulsions. Son IRM, on va l'interpréter ensemble. Il y avait des anomalies en plage, ici sur le T2, avec un corollaire sur le T1. La diffusion, il y avait des anomalies, mais ce n'était pas un effet T2. Il y avait aussi des anomalies qui témoignent de l'ischémie. Ici, il y avait des petits saignements sur le T2 étoile, avec une prise de contraste un peu, on va dire, pas leptoméningée, mais en tout cas très distale. Voilà. Et puis, voilà aussi cette prise de contraste. C'est vraiment des tableaux typiques où on peut évoquer une angéite primitive. Cette patiente avait sur le bilan, ce patient bilan, sur une protéinurie, je pense, voilà, une protéinurie qui était importante. Le LCR était inflammatoire, ce qui serait aussi en faveur. Donc, on pourrait très bien évoquer une vascularite. Sauf que devant cette protéinurie, on avait fait une biopsie rénale et le diagnostic était celui d'un lymphome intravasculaire. Il y avait donc des lymphoblastes B au niveau intravasculaire, au niveau rénal, et donc finalement c'était un lymphome intracérébral secondaire de type B. Donc c'est une des mimiques des angéites primitives du système nerveux central. Il y avait une protéinurie importante. Non, il est là, c'est écrit. Il avait une protéinurie qui était quand même assez importante et voilà. Donc, on a préféré ne pas faire de biopsie cérébrale, plutôt partir vers le rein. Voilà, c'était un lymphome endovasculaire ou intravasculaire. Et puis là, vous connaissez tous ici un livédo à grande maille, des AVC multiples, des antiphospholipides positifs. Donc, un syndrome de Sneddon, c'est aussi une des diagnostics qui peuvent mimer une angéite primitive. Là aussi, un diagnostic facile à reconnaître à condition facile à diagnostiquer à condition de le reconnaître. Des patients qui ont une encéphalopathie avec des symptômes renvoyant vers une atteinte cochléo-vestibulaire, avec sur l'imagerie cet aspect typique d'atteinte au niveau du corps calleux, plutôt au centre et non pas ce qu'on voit sur au cours de la sclérose en plaques ou plutôt sur le bord inférieur du corps calleux. Et là, c'était un diagnostic de Sicré syndrome ou syndrome de Susak, qui est un diagnostic si caractéristique sur la clinique et l'imagerie. C'est un vrai mimique aussi des angéites, mais ce n'est pas des entités qui sont inflammatoires. Hein. Il y a beaucoup de débats par rapport à l'entité. On peut la traiter, on la traite par des corticoïdes, mais ce n'est pas une entité inflammatoire. Ce n'est pas classé inflammatoire en tout cas. Et puis, les causes des vascularites secondaires, il y aura des observations. On peut avoir des angéites d'une atteinte, on va dire, du système nerveux central dans le cadre d'une maladie systémique primitive ou associée au lupus. C'est rare quand même d'avoir des vascularites lupiques, hein, c'est quand même très rare. Par contre, les polyarthrites rhumatoïdes, c'est un peu plus fréquent. Et puis, les autres infections, on connaît la syphilis, la tuberculose, tout ça peut donner bien sûr des angéites du système nerveux central. Là, c'est juste un cas que j'ai eu l'occasion de le présenter, un jeune garçon de 17 ans qui avait fait une atteinte typiquement vasculaire ici, de l'artère cérébrale postérieure. Et curieusement, on a vu, sans le vouloir, une imagerie de la paroi finalement, qui a montré cette prise de contraste de l'artère cérébrale postérieure homolatérale. Donc c'est une vascularite focale de l'artère cérébrale postérieure liée à une maladie de Behçet.
Et c'était le diagnostic a été posé sur cette prise de contraste typique de la paroi. Le B7 donne rarement des atteintes artérielles, mais c'est tout à fait possible, bien sûr, comme vous le savez. Alors, que montre l'histologie des vascularites primitives? Alors, bien sûr, ça reste le gold standard pour le diagnostic. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a des AVC territoriaux, une atteinte des vaisseaux de grand et de moyen calibre, souvent la biopsie peut être négative. Ça veut dire qu'il y a des limites aussi de la biopsie de par le type d'atteinte des vaisseaux sous-jacents. Et lorsqu'on fait une biopsie, généralement, on prend bien sûr la dure mère, les leptoméninges, la substance blanche. On part de préférence vers là où il y a des lésions pour avoir un diagnostic clair. Et bien sûr, même cette biopsie peut être même négative parce que le caractère segmentaire rend parfois des faux négatifs. On comprend bien qu'on peut avoir des faux négatifs et que la biopsie ne cherche pas seulement l'inflammation, mais elle cherche surtout les diagnostics différentiels qui semblent être plus fréquents qu'une angéite primitive du système nerveux central. 3 patterns. La forme granulomateuse, c'est la plus fréquente, avec souvent une association même de dépôts amyloïdes qui rend la physiopathologie assez complexe, parce que ces dépôts peuvent être tellement importants aussi. La forme lymphocytique et puis la forme nécrosante, telle qu'on voit pour le système nerveux périphérique. C'est rare, les vascularites nécrosantes, ils semblent être dotés de pronostics plus mauvais parce que ça expose plus à l'hémorragie. Une recommandation ici, que peut-être j'aurai pas le temps de la lire, par rapport à la biopsie, c'est que elle est surtout diagnostique lorsqu'il y a des anomalies du LCR et lorsqu'il y a des anomalies très distales, alors que dans les anomalies proximales, on peut avoir des biopsies négatives. Là, une autre recommandation, voilà, qu'il ne faut pas se baser sur la listologie pour décider quel type de traitement. Le traitement, on va le voir, c'est plus ou moins assez homogène. Là, juste pour illustrer qu'il n'y a pas toujours une concordance entre l'artériographie et la biopsie. Là, par exemple, sur 34 patients avec biopsie positive, seulement 22% avaient une angiographie positive. C'est pour dire que ce sont des examens complémentaires plutôt que concurrentiels pour le diagnostic. Alors, il y a des critères diagnostiques. Finalement, c'est plus pour les essais cliniques. Les derniers critères sont les critères de Birnbaum et Hellman, qui définit en angite définie lorsqu'il y a de la biopsie et plutôt probable lorsqu'il n'y a pas de biopsie, mais on a un haut pattern angiographique et du LCR. Il semble qu'il y ait des patterns histologiques qui sont corrélés à un type de sémiologie et un pronostic différent, avec généralement 6 patterns. On pourra en discuter si vous voulez après. Alors, comment traiter une vascularite primitive du système nerveux central? D'abord, il n'y a pas d'essai clinique pour le moment, et c'est plutôt des recommandations d'experts telles que les dernières recommandations qui ont été faites. Et généralement, on fait une thérapie d'induction pour atteindre une rémission, et puis une thérapie d'entretien pour entretenir cet effet et éviter les rechutes, parce que naturellement, c'est une maladie chronique et maladie à rechute. Ce qui est intéressant, c'est que dans les cas résistants à un traitement de première ligne, ça veut dire corticoïdes inefficaces, plutôt de chercher une vascularite résistante, plutôt changer de diagnostic. Généralement, les angioïdes primitives, ils sont corticosensibles et déjà une résistance est une atypie qui doit ouvrir la porte vers des diagnostics différentiels. Ça, c'est un message qui est bien donné sur les recommandations. Alors, là, comment on traite? Je ferai sur cette diapo un petit peu la synthèse, plutôt c'est là. Alors, comment traiter sur la thérapie d'induction? Corticothérapie, par voie orale ou par voie intraveineuse. Et puis, toujours dans l'induction, cyclophosphamide ou récemment, mycophénolate mofétyle qui est en train de prendre vraiment le dessus. Alors, il ne faut pas prendre le cyclophosphamide comme étant une thérapie ici d'entretien, mais plutôt comme une thérapie d'induction. Ça veut dire induction corticothérapie plus endoxon ou corticothérapie mycophénolate mofétyle. La thérapie de maintenance, le mycophénolate mofétyle, ça reste actuellement de loin la molécule la plus préférée, mais on a aussi des alternatives. Comment s'orienter globalement? Lorsqu'il y a des vaisseaux, des petits vaisseaux qui sont touchés, sont de bons pronostics, il semble qu'il y ait des situations où on peut utiliser les corticoïdes seuls. Mais en général, corticothérapie, cyclophosphamide ou mycophénolate mofétyle, en cas de besoin, est toujours une maintenance, thérapie de maintenance. La thérapie de maintenance est toujours utile sur recommandation pendant minimum 2 ans pour éviter les rechutes.
Et puis, dans quelques cas résistants, il y a bien sûr de l'immunothérapie. Là, c'est plutôt des cas assez rares qu'il faut discuter en staff multidisciplinaire. On est devant une pathologie vasculaire. Est-ce qu'il faut mettre des antiagrégants plaquettaires? La réponse sur les recommandations que il est intéressant de mettre les antiagrégants plaquettaires lorsqu'il y a une vascularite des moyens et des gros vaisseaux, c'est-à-dire en présence d'AVC territoriaux. Mais les OGI très très distales, généralement, il n'y a pas d'intérêt à mettre des anti-agrégants plaquettaires. Qu'en est-il de la thrombolyse, la thrombectomie? Il y a 1 ou 2 cas décrits de thrombolyse sur angéite qui a bien marché. Alors, les recommandations, c'est qu'il n'y a pas de raison de contre-indiquer, même devant un AVC sur angéite, on peut thromboliser. Ça me semble quand même une situation difficile à accepter de mettre un thrombolytique sur une angéite. Mais bon, c'est au cas par cas, mais en tout cas, la littérature est très pauvre. Il y a 1 ou 2 cas décrits de thrombectomie et de thrombolyse sur angéite. Voilà. Alors, quels sont les messages que j'ai voulu un petit peu passer au cours de cette présentation? C'est que le diagnostic, c'est quand même un défi. C'est pas facile, le diagnostic d'une angéite primitive du système nerveux central. Il peut être sous-diagnostiqué, mais parfois, et surtout, surdiagnostiqué, avec parfois des thérapeutiques inutiles, notamment immunosuppressives. C'est pourquoi, dans les situations difficiles, il faut toujours discuter les dossiers avant de mettre en place des traitements. Le diagnostic ne devrait pas être uniquement basé sur l'artériographie, parce qu'il y a bien beaucoup de situations qui peuvent mimer une vascularite sur l'artériographie. Les avancées en imagerie vasculaire, surtout l'imagerie de la paroi, on va la voir sur la deuxième présentation. La biopsie cérébrale, c'est quand même elle qui permet de confirmer, mais on comprend bien que dans certaines situations, ça va être négatif de par le type d'atteinte des vaisseaux, mais chaque fois qu'on peut la faire, ça serait utile parce qu'il permet de confirmer ce diagnostic et d'exclure les diagnostics différentiels. Et puis, les nouvelles molécules, c'est intéressant, mais quand même, le traitement actuel, c'est les stéroïdes associés à cyclophosphamide et plus récemment, mycophénolate mofétyle, qui a le double avantage d'être utilisé dans la phase d'induction et de les laisser pour les thérapeutiques d'entretien. Je n'ai pas montré les recommandations. Le traitement d'entretien, c'est minimum 2 ans. On peut l'arrêter au bout de 2 ans avec rémission. Voilà, je vous remercie.